Les élus du peuple au Palais des Congrès de Kara pour l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2022. C'est ce premier mardi du mois de mars, conformément aux dispositions de l'article 55, alinéa 2 de la Constitution togolaise. C'est pour la deuxième fois que l'Assemblée nationale procède à l'ouverture de l'une de ses sessions ordinaires en dehors de son siège et en dehors de Lomé. La cérémonie d'ouverture de cette séance a vu la présence du Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des autorités politiques, administratives et traditionnelles. Dans son discours d'ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Tchegan, a relevé l'importance de cette délocalisation. Cette délocalisation s'inscrit dans la nouvelle dynamique prônée par le président de la République, son Excellence M. Paul Essaouira Sindé, et qui vise à faire en sorte que chaque localité du territoire national se sente prise en compte par les actions des pouvoirs publics. Cette délocalisation permettra donc non seulement de renforcer l'ancrage et le rayonnement de l'Assemblée nationale dans le paysage institutionnel, mais également de consolider le pacte social qui lie les députés aux citoyens. La population de la Kara n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments de joie et de fierté pour ce rapprochement. Occasion pour elle de présenter aux élus du peuple ses besoins et ses préoccupations. Nous rendons vraiment grâce à Dieu que l'ouverture de cette session se soit déroulée à Kara. Et je prie vraiment que le Tout-Puissant puisse aider notre Parlement à bien mener ses activités au cours de cette année. La jeunesse n'a pas toujours eu cette opportunité d'être en contact avec leurs députés pour leur exposer les problèmes qu'ils ont. On ne peut pas faire des activités de développement sans parler de jeunesse. Nous sommes très reconnaissants pour les députés en ce qui concerne ce qu'ils ont pensé organiser cette rencontre, leur rencontre, pour nous montrer la manière dont ils travaillent. Donc c'est vraiment une joie pour nous et sincèrement nous leur disons merci et nous leur demandons que cela soit répétitif. Cette délocalisation permettra également aux députés de toucher du doigt les différents projets et chantiers engagés pour le développement et partant pour le bien-être et l'épanouissement de la population. À cet effet, des visites de terrain sont prévues. Dès notre arrivée déjà, nous avons essayé de faire les visites de terrain. Nous avons des tests que nous allons adopter. Nous avons également des séances de visite de terrain pour le contrôle de l'action du gouvernement. Nous avons décidé de venir à Kara pour nous rapprocher des populations afin qu'ils puissent découvrir le Parlement et puis prendre part à nos activités, surtout à nos débats. Et ça nous permet également de voir un peu les réalités socio-économiques, donc d'aller sur le terrain pour visiter un certain nombre de projets pour que nous puissions avoir une idée et accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs. Plusieurs tests et projets de loi seront adoptés au cours de cette première session ordinaire de l'année 2022. L'Assemblée nationale est traditionnellement présentée comme l'organe délibérant chargé de fabriquer la loi et de contrôler l'action gouvernementale. De ce fait, l'accent est mis sur les rapports entre le législatif et l'exécutif et fait assez souvent ignorer les liens intrinsèques qui pourtant existent entre le Parlement et le citoyen. Ce sera également une occasion pour les élus d'effectuer des visites de terrain pour apprécier l'avancée des réalisations socio-économiques en cours dans la région, tout en s'imprégnant des défis restants à relever. C'est terminé pour l'intercession parlementaire qui a duré 2 mois. Bonne reprise aux élus du peuple qui regagnent leur siège. Après 2 semaines de pause, les responsables de la coordination nationale de la gestion et de la riposte contre la Covid-19, CNGR, étaient ce mercredi 2 mars une fois encore face à la presse. Comme de coutume lors de ces rencontres, il s'est agi une fois de plus pour ces derniers de faire l'état des lieux de la situation épidémiologique dans le pays.
Au vu des chiffres de contamination et des décès des 2 semaines passées à ce jour, l'on a de quoi pousser un ouf de soulagement. La semaine du 2 au 8 février, nous avons noté 81 cas. Donc on est parti des chiffres de mi-décembre, début janvier avec les chiffres de 3000 par semaine pour arriver au début du mois de février à 81 cas par semaine. La semaine du 9 au 15 février, toujours 81 cas. Et la semaine dernière, du 16 au 22 février, nous avons noté 71 cas. Donc le nombre de cas continue par baisser. Et cette semaine, la période du 23 février au 1er mars, nous avons noté 44 cas, avec des jours où nous avons eu seulement qu'un seul cas. Et vous comprendrez qu'en corollaire, le nombre de décès va baisser. Et la semaine d'avant, du 9 au 15 février, on avait eu un seul décès. La semaine dernière, un décès. Et cette semaine, aucun décès. Et actuellement, au CHR Lomé Commune, nous avons seulement qu'un seul malade. La baisse considérable de ces chiffres a surtout été à l'origine de l'allègement des mesures restrictives décidées il y a quelques jours par le gouvernement, au rang desquelles la reprise totale des activités socio-culturelles. Même si les cas ont diminué, l'on n'est toujours pas à l'abri de la maladie, rappelle ici le coordonnateur. Le lieu d'exhorter chacun au bon geste, notamment à la vaccination, surtout avec le constat de la baisse remarquée de candidats dans les vaccinodromes et centres requis pour la vaccination. Il faut actuellement se dire que l'allègement du dispositif ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance actuelle de la vaccination. J'encourage aussi chaque secteur de la vie sociale, culturelle et sportive et autres à relancer ces activités parce qu'il y a eu des allègements. Mais ceci en prenant des mesures précises de prévention comme la vérification du pass vaccinal, comme toujours le respect des mesures barrières, notamment le port des masques, le lavage des mains. Et ces mesures, à la fois, vont nous faire prévenir, va diminuer la circulation du virus qui existe toujours, mais prévenir d'autres maladies, comme vous le savez. Évoquant également des cas d'individus mal intentionnés qui chercheraient à mettre à mal les efforts du gouvernement à travers des fraudes de tests et autres, le colonel Djibril Mohamed met en garde. Nous lançons un appel aux personnes qui continuent de frauder le pass vaccinal. Cette dernière semaine, il y a des personnes qui ont organisé un système de fraude du pass vaccinal et ces personnes ont été prises par la force GMS et hier ont été présentées au procureur pour répondre de leurs actes. Comme je disais, 3 d'entre eux ont été appréhendés par la force GMS. Ceci dit, les documents que nous émettons depuis le début sont des documents sécurisés, informatisés, sécurisés. Alors, avis aux personnes malhonnêtes qui pensent pouvoir fabriquer toujours des faux certificats, ils seront arrêtés. Donc il faut qu'ils arrêtent. À ce jour, ce sont plus d'1 650 000 personnes, dont l'âge est compris entre 18 ans et plus, qui auraient reçu leur première dose de vaccin, soit 36%, et plus d'1 139 000 personnes, soit plus de 28% pour les 2 doses.
Le taux d'infectiosité, lui, est passé de plus de 26% en décembre et mi-janvier à 0,85% à ce jour. Quant à l'ouverture totale des frontières, le coordonnateur a annoncé que des travaux sont en cours avec l'ensemble des pays et organisations de la sous-région afin que cela puisse rapidement être effectif dans les jours à venir. C'est depuis 1990 que l'OIPC, Organisation internationale de la protection civile, a décrété le 1er mars comme journée mondiale de la protection civile. L'objectif de cette journée étant d'accompagner les États dans la mise en place et l'élaboration des mesures et politiques destinées à assurer la protection des personnes et de leurs biens contre toutes sortes de catastrophes naturelles. C'est surtout une journée destinée à rendre hommage à ces millions de bénévoles à travers le monde qui chaque jour s'engagent sur le terrain et au plus près des populations afin de leur porter assistance dans différentes situations de crise et catastrophes auxquelles elles sont confrontées dans leurs différentes localités. Parlant de ces catastrophes, l'on peut citer les plus fréquentes que sont les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les incendies et autres. Ainsi, pour l'OIPC, la date du 1er mars se veut une aubaine pour non seulement attirer l'attention du grand public sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations, mais également le lieu de sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. De ce fait, plus d'1 million de personnes bénévoles sont formées chaque année avec pour mission d'aider au travers des actions solidaires et sociales auprès des plus démunis et pour le soutien humanitaire, ceci par la mise en place de dispositifs de secours et par le renforcement des services publics de secours au niveau de chaque État. L'une des actions de ces derniers a été remarquable au cours de cette pandémie de la Covid-19 où la protection civile a particulièrement été mobilisée au travers les actions de bénévoles, des autorités sanitaires et des services de l'État qui ont mené de nombreuses missions telles que les sensibilisations aux gestes barrières, les distributions de masques, les dépistages, la vaccination et autres. Au Togo, plusieurs actions ont été menées ces dernières années, surtout en faveur du développement du volontariat dans la protection civile. La mise en place surtout d'organisations telles que la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés et déplacés, CNAR, ainsi que l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, se veulent des preuves palpables du crédit qu'accorde le gouvernement à la protection des populations et à la gestion des catastrophes. Le pays s'est même doté depuis août 2016 d'une loi portant statut de réfugié au Togo et d'une commission de recours. Des gestes forts qui viennent s'aligner dans le même contexte que le thème retenu à l'occasion de cette édition 2022 de la Journée mondiale de la protection civile, à savoir protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Un thème au vu duquel le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Yark Damham, lors de son message à l'occasion de cette journée, a invité à reconnaître la valeur ajoutée des actions des volontaires, premiers acteurs de secours, à les impliquer davantage dans la prévention des causes sous-jacentes des déplacements des personnes et à renforcer leurs capacités en matière de prise en charge des personnes déplacées, internes et des réfugiés. Le guide touristique, c'est déjà cette personne-là qui dédie un peu son temps pour connaître déjà son environnement, parce que je ne veux pas dire son pays forcément, parce qu'il y aura peut-être des étrangers qui connaissent mieux un pays que les autochtones et qui pourra faire découvrir la beauté de ce pays à d'autres personnes. C'est un professionnel qui accompagne les touristes lors de visites guidées sur des sites présentant un intérêt historique et culturel comme les musées, les villes d'art et d'histoire, les fouilles archéologiques et autres. Le guide touristique illustre ou mieux expose la valeur historique et artistique ainsi que les caractéristiques des monuments et lieux visités en fournissant les informations les plus importantes et les plus intéressantes. Un métier noble qui demande alors formation, préparation et organisation. Il faut savoir parler aux gens, être sociable, parce que même si un endroit n'est pas spécial, c'est à toi de le rendre spécial. Pour que les gens se disent « Ah tiens, j'ai visité un coin, c'est vraiment spécial. Je suis très heureux d'être parti voir. » Il faut avoir une connaissance des lieux. Il faut aussi comprendre 2-3 langues de son environnement, quoi. Pas seulement le français, l'anglais.
quoique c'est très important, mais les langues locales aussi. Voilà. Comme ça, la communication entre les touristes et les autochtones aussi est facile. Quand je dis qu'il faut avoir le verbe facile, il faut forcément suivre une formation. Pour connaître les endroits, les histoires et tout, il faut vraiment faire des recherches. C'est aussi une formation. Tu te formes sur l'histoire du lieu. Si tu ne comprenais pas Kabylie, par exemple, tu peux aussi apprendre un peu. Donc, c'est des sortes de formations qui sont au-delà du cadre pédagogique. Du tourisme de recherche au tourisme de loisirs, le guide a un rôle important. Adapter la visite aux intérêts des touristes. Mais bien plus que cela, le guide promeut la richesse culturelle du pays. Avec l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19, les guides touristiques ont vu leur métier tourner au ralenti. C'est devenu très compliqué parce que j'étais à Nati Tengou quand c'est arrivé, quand ça a commencé. J'avais 7 ou 8 clients que les ambassades m'ont appelé. Ramène-nous nos ressortissants. Et ça m'a fait vraiment perdre beaucoup d'argent parce que j'avais fait des réservations. On était là juste 2 jours, on devrait être là pour 1 mois à peu près. J'ai fait des réservations et les hôtels n'ont pas voulu me retourner l'argent parce que eux aussi veulent pas faire faillite et tout. Donc du coup, ça m'a vraiment saqué. Tous les autres guides te diront la même chose. Il faut noter que la filière touristique au Togo, qui a été sévèrement impactée par la pandémie de Covid-19, a connu une baisse de plus de 64% de recettes. Plusieurs démarches sont entreprises par les autorités en charge du secteur en vue de sa relance. Une relance qui passe aussi par l'organisation et l'inclusion des guides touristiques.